Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon votre fuseau horaire. Mon nom est Pascal Lamy, je suis entre autres le coordinateur des trois instituts Jacques Delors, celui de Paris qui nous accueille aujourd'hui, celui de Berlin et celui de Bruxelles. Et comme annoncé, notre discussion dans l'heure et demie qui vient va être consacrée euh, aux conséquences pour l'Europe et les Européens de l'élection de Donald Trump. Comme nous le savons tous maintenant, ça a été un des grands événements de l'actualité récente. M. Trump a réussi à se faire réélire président des États-Unis d'Amérique après une campagne extrêmement active, indécise. Le résultat ne l'a pas été puisqu'il a été élu, non pas largement, mais de manière plus nette que la plupart des pronostics, ce qui lui donne peut-être encore un peu plus d'autorité pour mettre en œuvre le programme, la plateforme électorale sur laquelle il a été élu et qui est une version encore un peu plus radicale que celle sur laquelle il avait été élu en 2016. Sur bien des plans de cette plateforme, de ce programme électoral, euh, on trouve des éléments qui concernent très directement l'Europe et les Européens, dans des domaines que nous allons maintenant discuter avec nos invités de cet après-midi, après-midi à Paris, et la question d'ensemble est de savoir si et comment les Européens vont être capables de réagir de manière plus ou moins coordonnée, unie, à des initiatives qu'on est en droit d'attendre du président une fois qu'il sera élu, et nous avons tous remarqué qu'il a commencé à prendre un certain nombre d'initiatives, en tout cas à les annoncer avant la cérémonie d'investiture. Et pour ce faire, donc nous avons cet après-midi plusieurs invités de très haute expertise, comme c'est d'ailleurs en général le cas des webinaires qu'organise l'Institut Jacques Delors, à commencer par l'ambassadeur de Lituanie en France, Arnoldas Prankevicius, qui nous vient de Bruxelles, où il a exercé les mêmes fonctions pendant quelques années, et qui est un homme absolument familier des questions européennes qu'il pratique depuis très longtemps. Nous avons Nicole Nesotto, qui est vice-président de l'Institut Jacques Delors, professeur émérite au CNAM et spécialiste des questions de défense. Nous avons Elvire Fabry, qui est une chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors à Paris, et spécialiste des questions de commerce international. Et enfin, Daniela Schwarzer, qui est d'ailleurs aussi membre du board de l'Institut Jacques Delors à Paris, qui est une politologue allemande et qui est membre du directoire de la fondation Bertelsmann, dont nous connaissons l'importance dans les questions européennes, internationales et domestiques allemandes. Alors je vais commencer par demander à l'ambassadeur Prankevicius au fond, de se prononcer sur ce qui est peut-être le plus urgent pour nous, peut-être aussi le plus incertain dans ce que fera ou ne fera pas M. Trump, et qui concerne la guerre en Ukraine, à la suite de l'invasion russe de ce pays. Voici maintenant plus de 1000 jours. Selon vous, Monsieur l'ambassadeur, que prépare Monsieur Trump? Va-t-il, comme ont pu laisser le penser un certain nombre de ses propos, mais il y en a d'autres dans l'autre sens, ou en tout cas de propos de son entourage, va-t-il se lancer dans une négociation de paix
où il essaiera d'instaurer un tête-à-tête avec son homologue, M. Poutine, pour montrer la force de ses qualités transactionnelles. Va-t-il au contraire prendre le temps de la réflexion? Nous vous écoutons. Je précise que chacun des invités de cet après-midi a, disons, 5 à 7 minutes pour répondre à cette première question. J'en poserai d'autres à Nicole Miesotto, à Elvire Fabry et à Daniela Schwarzer, et je me permettrai de les relancer pour la suite de la conversation, de manière à garder cet intérêt extrême de ceux qui sont avec nous cet après-midi. Monsieur l'ambassadeur, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Monsieur l'ami, et un grand merci à l'Institut Jacques Delors pour cette invitation, pour la discussion vraiment, je pense, très importante maintenant dans ces quelques semaines qui viennent en attendant de nouveaux présidents des États-Unis. Pour répondre à votre question, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment quel est le plan, le projet spécifique, concret du président Trump sur l'Ukraine. Et bien sûr, ça pose beaucoup d'incertitudes pour les Ukrainiens, mais aussi pour nous tous en Europe et bien sûr pour la région de mon pays aussi, la région frontalière. On a beaucoup d'inquiétudes et d'attentes. Euh, je pense que c'est très important, surtout d'utiliser ce temps jusqu'à 21 janvier pour établir les relations très étroites et très proches avec les collaborateurs du président Trump et d'identifier les gens clés pour les questions de l'Ukraine et d'essayer de convaincre M. Trump que le chèque de l'Ukraine sera également le chèque de l'Occident et des États-Unis elles-mêmes. C'est très important qu'il doit commencer son mandat avec la position de force vis-à-vis de la Russie, car on sait bien, on tous sait, que le Kremlin ne comprend pas que la langue de la force. Nos attentes de la Lituanie est qu'il sera fort. Il sera fort dans son approche vis-à-vis Poutine, mais aussi il sera également fort pour continuer l'aide militaire financière pour l'Ukraine, aussi comme un signal clair pour Poutine que s'il n'arrête pas la guerre, hein, il aura beaucoup plus de soutien à l'Ukraine, beaucoup plus massif et beaucoup plus efficace. Ça, c'est notre souhait. On ne sait pas qu'est-ce que ça va arriver, mais c'est très important s'il y aura des négociations que l'Ukraine sera présente sur la table. Rien doit se passer sans Ukraine. Et si je bien voudrais ajouter, rien peut se passer aussi sans l'Europe. Il faut que les Européens, l'Union européenne, nous tous sommes aussi engagés si un jour ces négociations demeurent. Et c'est très important d'avoir comme le feuille de route le plan de victoire de M. Zelensky. Il a beaucoup des idées très importantes là-bas. Et bien sûr, l'idée principale, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est très dangereux, je pense, d'avoir la situation où nous, comme la communauté internationale, essaie d'avoir cette marché ou négociation de territoire pour la paix. Parce que je pense que ça va quand même créer un précédent très dangereux, pas seulement pour l'Ukraine, pour l'Europe, mais pour tout le monde. Parce que avec ce précédent, on envoie un message très clair à tous les autres dictateurs de ce monde que l'ordre mondial basé sur le droit international est un fait fini. Donc, je pense qu'il faut vraiment expliquer toutes ces conséquences au président Trump et espérer qu'il va comprendre que pour la grandeur des États-Unis, il faut la victoire de l'Ukraine sur le terrain. Merci, monsieur l'ambassadeur. Tout ça est parfaitement clair. Donc, vous avez énoncé un certain nombre de principes, y compris
de ceux qui devraient entourer une possible négociation au cas où. Donc je vais d'abord demander maintenant à Nicole Nesotto si elle partage votre point de vue, c'est-à-dire l'urgence est d'essayer de démontrer à M. Trump qu'il doit continuer comme l'administration précédente à soutenir l'Ukraine, qu'au cas où les négociations de paix s'engageraient, un certain nombre de paramètres devraient être réunis, donc les conditions d'une négociation ne sont pas n'importe lesquelles, et peut-être aussi, Nicole, si vous êtes d'accord avec cette première partie, envisager une autre partie moins favorable, qui est celle où M. Trump et son administration auraient tendance à réduire le soutien économique et militaire à l'Ukraine, et dans ce cas, les Européens seraient-ils assez forts pour combler un déficit de soutien américain? Nicole. Merci beaucoup. Bonjour à tous de par le monde. Euh, il y a urgence, en tout cas, à ce que les Européens définissent une position commune, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les Européens ont une politique unie pour défendre l'Ukraine, oui, mais ils n'ont pas de position commune sur une éventuelle négociation, ni sur ses conditions, ni sur son objet, ni sur sa finalité, ni sur son moment. Tout simplement parce que jusqu'à maintenant, on s'interdisait d'en parler, puisque M. Zelensky lui-même ne voulait pas en parler. Maintenant, le président ukrainien lui-même dit que l'année 2025 devra être l'année de la paix. Et donc, je pense que l'urgence absolue, c'est que les Européens aient leur propre idée de ce qu'ils veulent comme souveraineté pour l'Ukraine. Parce que le point important, c'est que l'Ukraine sera un pays membre de l'Union européenne d'ici, mettons, d'ici la fin de la décennie, d'ici 6 ans maximum. Et donc, on ne peut pas accepter en tant qu'Union européenne qu'un futur gros pays membre de l'Union se voit imposer des conditions de sécurité, neutralisation, désarmement ou je ne sais quoi, tout ce qui est dans le discours de M. Poutine. On ne peut pas accepter qu'un pays membre de l'Union voit son statut décidé par autre chose que ce pays lui-même et l'Union. Donc ça, je crois que c'est l'urgence. Quant à espérer, Monsieur l'ambassadeur, que Trump soit fidèle à la politique de Biden, moi, je ne l'espère pas, parce que ça ne sera pas le cas. Je crois que dans sa campagne électorale, alors moi, je ne représente strictement rien, donc je suis d'une liberté de parole totale et sans doute d'une irresponsabilité totale, mais c'est la rançon de nos deux statuts différents. Mais Trump a assez dit pendant sa campagne que ce qu'il voulait, c'était régler le problème en 24 heures, euh, et qu'il avait des idées, et que, en gros, son paquet, si je puis dire, c'est moins de territoire pour garder la souveraineté. Il n'a pas dit moins de souveraineté, il a dit moins de territoire pour une entière souveraineté. Et donc, il y a une ambiguïté évidemment très forte dans cette position, et c'est là où les Européens, à mon avis, doivent agir, non pas pour essayer de convaincre Trump de suivre la politique de Biden, ce qu'il ne fera pas, je crois, mais pour essayer de définir le moins pire possible pour l'Ukraine, le moins pire possible pour l'Ukraine. Alors, on n'est pas obligé de l'afficher publiquement, mais au moins d'aller voir les Américains avant que Trump ne prenne le pouvoir, d'y aller, que M. Donald Tusk y aille avec qui il veut, pour définir ce qui serait le moins pire, autrement dit l'acceptable pour l'Union européenne. Ça, c'est mon deuxième point. Et en attendant, parce qu'on a une période difficile aujourd'hui qui est celle entre l'élection de Donald Trump et sa prise de pouvoir réelle le 20 janvier. Et là, je crois qu'on a 2 mois extrêmement dangereux. Parce que des deux côtés, on voit bien d'ailleurs, des deux côtés, on est dans une escalade. Trump reparle de nucléaire, pardon, excusez-moi, Vladimir Poutine reparle d'armes nucléaires tactiques, menace les Occidentaux de représailles, y compris l'OTAN, euh, et la Russie grignote sur le terrain, effectivement, tous les jours. Hein. Donc il y a une escalade à la fois géographique et horizontale
dans le conflit du côté russe, et il y a aussi une escalade du côté américain. La décision de Joe Biden, qui personnellement m'a surprise, ce qui m'a surpris, c'est qu'elle arrive si tard, c'est-à-dire à un moment où il est presque plus en présidence. Il ne peut pas prendre de grandes décisions en période de carnat boiteux, c'est pas possible. Vous, Mais vous, c'est aussi une vous escalade. parlez, Nicole, vous parlez là de la décision qu'il a prise J'allais y venir. d'autoriser des missiles à longue portée. Voilà, d'utiliser des missiles américains sur territoire russe. Alors, longue portée, elle n'est pas si longue que ça finalement, hein, mais quand même. Donc, des deux côtés, on voit bien qu'il y a une montée, une escalade. Alors, il y a deux solutions. Il y a la solution classique qui est de se dire, ben, c'est une escalade, entre guillemets, de gesticulation diplomatique, c'est-à-dire avant l'ouverture d'une négociation, on fait monter les enchères des deux côtés pour essayer d'avoir le maximum de choses ensuite à négocier. Ça, c'est la version plutôt optimiste de la chose, mais il y a aussi une version pessimiste qui peut être entendue, est-ce que c'est une escalade tout court? Est-ce que la stratégie de Poutine n'est pas de se dire qu'il ne veut pas de négociation de paix, que ce qu'il veut, c'est continuer à grignoter, puisque et l'hiver et les rapports de force jouent pour lui? Est-ce que Poutine n'est pas plutôt dans euh, une escalade militaire réelle? Alors, moi, je ne sais pas ce qui est dans la tête de M. Poutine, mais je suis sûr qu'on a donc ces 2 mois extrêmement dangereux. Et encore une fois, je pense que les Européens ont vraiment une carte à jouer, euh, à la fois pour contrer cette escalade militaire russe si elle se confirme, et pour éviter comment dire, le deal purement commercial que pourrait faire Trump quand il arrivera au pouvoir. Merci. Vous avez fait allusion à Donald Tusk. Euh, c'est au titre de sa prochaine présidence Oui, de l'Union qui commence le 1er janvier. Je suppose que vous songez. Je reviens un instant vers vous, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que vous êtes d'accord sur, au fond, ce que suggère Nicole Lesotho, c'est-à-dire une approche en deux morceaux, en quelque sorte, le vôtre, monsieur l'ambassadeur, qui consiste à essayer de convaincre Trump et son entourage que ce serait faire acte de faiblesse, que d'accepter de ne pas soutenir l'Ukraine dans ce moment, et le deuxième qui consisterait effectivement à tester les conditions d'un accord de cessation des hostilités, qu'on appelle ça cessez-le-feu autrement, mais dans des conditions telles que ce que réclame l'Ukraine, et donc d'un certain point de vue l'Union européenne, puisque l'Ukraine deviendra membre, des conditions de sécurité suffisantes. Est-ce que cette double approche vous paraît à recommander? Absolument, ces deux questions sont très liées. Et dans notre point de vue en Lituanie, je sais que la France partage la vue, c'est que finalement, c'est l'adhésion à l'OTAN. Elle seule peut être la garantie de sécurité pour l'Ukraine définitive. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, c'est pas disponible, c'est pas possible. Alors, il faut quand même travailler ici en Europe et aussi avec les Américains pour proposer à l'Ukraine euh, un paquet de vraies garanties de sécurité qui doit être présenté et assuré au cas où on a des négociations. Je pense que c'est très important parce que sinon, la Russie va pas s'arrêter là. Elle va continuer à l'avenir à poursuivre son chemin en Ukraine. Donc, tout à fait, c'est important. Et je pense que c'est très important aussi de montrer le leadership de l'Europe. Si on aussi utilise ces 7 mois et demi pour montrer qu'on est sérieux, on a augmenté déjà beaucoup nos propres budgets de défense, mais aussi on consacre beaucoup d'argent et beaucoup de moyens pour l'Ukraine et on est prêt aussi d'aller plus loin sur les questions des garanties sécuritaires. Ça va aussi, j'espère, aider à convaincre président Trump. Je suis d'accord avec Nicole que
il faut pas mentionner l'administration Biden. Il faut aussi construire une nouvelle narrative où M. Trump peut voir lui-même comme le leader de l'Ukraine indépendante et victorieuse. Bien, merci beaucoup. Donc, on a examiné, je crois, la première des grandes inquiétudes qui est celle des Européens sur la question sans doute la plus urgente et la plus existentielle. Alors, il y a un autre front sur lequel M. Trump n'a pas manqué de gesticuler, qui est le front commercial. Comme chacun sait, l'Europe est très ouverte au commerce international, probablement plus dans ses proportions que les États-Unis eux-mêmes. Je vais donc maintenant demander à Elvire Fabry ce qu'elle attend de M. Trump dans les questions de commerce international. Il a encore, pas plus tard qu'hier, repris son idée de droit de douane, cette fois-ci non plus seulement de 10 ou 20% sur tout le monde et de 60% sur la Chine, mais de 25% traitement spécial réservé à ses voisins mexicains et canadiens. Merci beaucoup. Est-ce que on va vers une espèce de grande guerre commerciale que les États-Unis lancent avec tout le monde? Est-ce que tout ça, c'est du bluff? Euh, Qu'est-ce que ça donnera éventuellement avec la Chine? On va écouter maintenant Elvire Fabry sur cette question d'échange commercial international. Est-ce que M. Trump, Tariffman, l'homme qui considère que le tarif c'est le plus beau mot du dictionnaire, qu'est-ce qu'on doit attendre? Bonjour à tous. Alors, je pense que si on compare déjà la situation dans laquelle on se trouve 2016 et aujourd'hui 2024, en 2016, on avait énormément d'incertitudes et une incertitude que Trump lui-même a aimé cultiver tout au long de son premier mandat. On en a sans doute un petit peu moins aujourd'hui. D'abord parce qu'on l'a entendu pendant sa campagne, vous venez de le rappeler, M. Tariffman entend remuer son gourdin de tarifs au-dessus de lui pour négocier avec le reste du monde. Maintenant, je pense qu'il est intéressant de voir un peu toute la transformation en profondeur qu'il est en train d'engager dans le modèle économique américain. C'est-à-dire qu'on a affaire à une stratégie économique qui a une certaine cohérence et qui peut être offensive pour les Européens comme pour le reste du monde sur deux plans. C'est-à-dire en renforcement de la compétitivité économique américaine et puis une politique commerciale offensive à travers l'utilisation de ses droits de douane. Alors, lorsque l'on regarde justement les priorités qui sont données au renforcement de la compétitivité américaine et qui auront un impact sur le commerce lui-même, il y a d'abord l'enjeu de la déréglementation. La priorité, c'est de libérer les forces du marché dans le secteur du numérique. C'est un secteur qui sera déterminant comme force de moteur de l'économie américaine. Il s'agit de lui donner un approvisionnement énergétique, donc libéralisation du secteur énergétique également, capacité pour développer une capacité maximum de production d'énergie et pouvoir alimenter tous les data centers qui sont mis en place en ce moment côté américain. Libéralisation du système bancaire, augmentation de la capacité d'investissement de tout le système bancaire américain. Et tout cela venant s'ajouter à une réduction des impôts, impôts sur les sociétés, impôts sur les personnes. Donc finalement, un renforcement de l'écosystème américain très compétitif sur son marché et pour pouvoir être plus offensif à l'extérieur. Donc, le maintien d'une stratégie d'exportation. Mais alors, lorsque l'on en vient à la dimension de la politique commerciale, on se rappelle que dès 2016, l'obsession de Donald Trump, c'était le déficit commercial des États-Unis, un déficit qui s'est maintenu, qui a continué de croître. Si on voit l'évolution des importations américaines ces dernières années, elles sont encore en train de battre pour la quatrième année consécutive un record dans l'augmentation du volume des importations. Euh, Maintenant, la préoccupation de Donald Trump semble avoir sensiblement changé. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours de vouloir rééquilibrer la balance commerciale américaine,
Et indéniablement, sa politique, ses annonces, puisqu'on en est encore au stade des annonces, mais sa politique de tarifs universels, qui concernerait, vous venez de le rappeler, à la fois l'application de droits de douane pour l'ensemble du monde. Alors, ça pose déjà un certain nombre de questions. Savoir est-ce qu'il s'agit d'appliquer des droits de douane aux pays émergents, aux pays les plus pauvres, de la même façon que ses principales cibles, qui sont les pays qui ont une balance commerciale positive, qui sont des grands exportateurs, avec en premier lieu comme cible la Chine, et puis la petite Chine, qui, vue de Washington, est l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Europe vient juste derrière la Chine dans le collimateur de Donald Trump. Mais on peut penser aussi au Japon, qui a une balance commerciale positive avec les États-Unis. Et derrière, les portes d'entrée qui permettent d'accéder au marché américain pour faire de la diversion de flux commerciaux. Donc les portes d'entrée que sont le Canada et le Mexique, et qui sont les deux portes d'entrée auxquelles il vient de s'attaquer pour fermer davantage, en premier lieu, en tout cas compliquer l'accès aux États-Unis par ces deux marchés, et renforcer le levier qu'il pourrait avoir sur la Chine, sur les Européens, donc en particulier l'Allemagne, lorsqu'il va appliquer des droits de douane sur ces marchés. Alors, l'objectif jusqu'à maintenant a été plutôt une logique de transaction, donc toujours sur une logique mercantiliste pour essayer d'obtenir, comme il l'avait fait en 2020 avec la Chine, une négociation sur des volumes d'importation américaine supplémentaires. Et il va sans doute continuer en tout cas à miser sur cette logique, et en tout cas c'est ce qu'attendent un certain nombre de partenaires pour éviter une escalade des mesures, une escalade de mesures de rétorsion et d'application de droits de douane réciproques. Mais je pense qu'il est intéressant là, à ce stade, de scruter un peu davantage ce qu'il y a actuellement dans ce qui circule actuellement dans les débats de ses, aujourd'hui, pas simplement proches conseillers, mais de son équipe resserrée, avec les premières nominations qui ont été faites à la fois au Trésor, au commerce, là plus récemment le USTR, donc le responsable des négociations internationales, avec notamment une réflexion qui est très influencée par un économiste américain qui est basé en Chine depuis plus de 20 ans, Michael Pettis, et qui prête attention au déséquilibre des balances commerciales qui sont dues à des politiques restrictives de la demande chez ces pays exportateurs. En Chine, on le sait, on a un ralentissement de la croissance économique et une volonté de Xi Jinping de continuer à investir sur l'innovation technologique, renforcer la production, sans soutenir la demande, qui ne fait qu'accroître la capacité d'exportation, le besoin d'accéder même à des marchés étrangers, et en particulier le marché américain, le marché européen, et une logique comparable du côté allemand, avec des politiques qui n'ont pas soutenu la consommation, qui n'ont pas soutenu la demande, et qui finalement créent par cette épargne excessive, créent ces déséquilibres ensuite entre partenaires commerciaux. Ce qui veut dire que ça déplace aussi la logique d'une confrontation purement commerciale avec une application des droits de douane vers aussi des enjeux monétaires. Et on va assister à des tensions, sans doute, entre les Wall Street Boys de l'équipe de Trump, qui voudront mettre davantage l'accent sur les enjeux monétaires pour obtenir une appréciation des monnaies, de la monnaie chinoise, de la monnaie japonaise, de l'euro, pour cibler en particulier l'Allemagne. Et puis, les responsables de la politique commerciale qui, eux, mettront davantage l'accent sur les droits de douane. L'impact, en tout cas, de la politique tarifaire, il commence à être évalué par un certain nombre d'équipes d'économistes en Europe, aux États-Unis. On voit bien que c'est d'abord un risque d'érosion de la croissance mondiale, avec un impact plus fort immédiatement sur le PIB américain, sur le PIB chinois. Et les estimations qui sont faites pour le moment concernant l'Europe sont plutôt relativement prudentes. Je pense à celle qui a été faite par le CEPI en France, mais également par le Peterson Institute à Washington,
elles sont plutôt relativement modérées. Mais ce qui est intéressant de garder à l'esprit, c'est cette conjonction entre un impact euh, potentiel immédiat de ces droits de douane et doublé une concurrence renforcée de l'économie américaine au même moment. Donc, au fond, en vous écoutant, Elvire, il y aura une certaine, peut-être une certaine cohérence entre cette politique commerciale qui a l'air incohérente, comme si une augmentation des droits de douane allait réduire la balance commerciale américaine, ce qui ne sera pas le cas, ça aura pour effet de renchérir les importations américaines et donc l'inflation aux États-Unis, mais peut-être derrière quelque chose de plus important qui consiste à analyser ce déficit commercial américain comme au fond quelque chose qui est d'ordre plus macroéconomique, structurel. Nous savons que les Chinois épargnent trop et ne dépensent pas assez. Nous savons que les Américains dépensent trop et n'épargnent pas assez, ce qui mettrait d'ailleurs peut-être quelque chose à faire de leur côté, d'un certain point de vue aussi. C'est pas seulement la faute des autres. Et quant aux Européens, c'est plus difficile parce que de ce point de vue-là, ils sont plus équilibrés. Mais je crois que cette idée qu'il y a peut-être un agenda, non pas caché, mais un autre agenda derrière le train de la politique commerciale est une idée intéressante. Avant d'interroger Daniela Schweitzer, une question qui nous remet un petit peu dans l'esprit de la discussion précédente. Au cas où M. Trump collerait des droits de douane de 20% sur les exportations européennes, ne serait-ce que par exemple, comme il l'avait déjà dit la dernière fois, parce qu'il y a plein de Mercedes à New York et qu'il y a très peu de Chevrolet à Berlin, qui est la manière dont il conçoit l'échange international. Est-ce que l'Europe doit répliquer ou est-ce qu'elle doit résister ou est-ce qu'elle doit négocier, à votre avis? Alors, on voit que je dirais, l'attitude aujourd'hui de la présidente de la Commission européenne est plutôt de se mettre en posture de négociation. Elle n'est pas la seule. À travers le monde, c'est pour le moment ce qui veut être évité par les différents partenaires de l'Union, des États-Unis, pardon, c'est d'abord de rentrer dans cette logique de guerre commerciale. Et le Canada laisse entendre des voies de négociation possibles. Ursula von der Leyen a commencé à évoquer la possibilité que l'on achète plus de gaz liquéfié américain, et ce qui rentrerait dans la logique de ce renforcement d'une puissance énergétique américaine. Euh, la DG Trade, de son côté, prépare une boîte à outils défensive. Elle a déjà réfléchi, bien évidemment, comme ça avait été le cas en 2018, à la façon de calibrer des droits de douane qui pourraient permettre de mettre en place des mesures compensatoires, mais avec une démarche euh, qui serait beaucoup plus ciselée sur les biens qui pourraient être ciblés, qui pénaliserait moins les secteurs économiques européens, qui auraient le plus de leviers côté politique américain. On a également les outils de défense commerciale que l'on a en soute et qui pourraient, en deuxième recours, permettre aussi de protéger le marché unique, et je pense à la réciprocité sur les marchés publics, ou s'il s'agissait d'étendre l'impact de ces droits de douane. Maintenant, si votre question est quelle doit être la bonne attitude du côté européen. Euh, Ce qui avait fonctionné après l'application des droits de douane sur l'acier et l'aluminium pour éviter que Trump mette en application sa menace de droits de douane sur le secteur automobile et qui aurait eu un impact très important pour l'ensemble de l'Union européenne. C'était pas simplement l'Allemagne qui était la première ciblée. Ça avait été la cohésion des Européens. Ça avait été la cohésion des 27, et c'est bien entendu à ce niveau-là que ça se joue. Donc, ça a été dit sur le volet de hard security, sur le front ukrainien. Euh, une posture de négociation et de narratif positif est
est un élément important, mais une posture de fermeté et pour pouvoir peser à l'échelle du marché unique et prêt à défendre le marché unique semble nécessaire. Simplement, il y aura sans doute d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont exercer une pression supplémentaire, là encore, peut-être sur l'Allemagne, pour rentrer dans une logique d'investissement différente de celle qui a été maintenue aujourd'hui ces derniers temps et qui est au cœur de la prochaine campagne électorale allemande, qui est la question précisément de l'endettement public pour plus d'investissement. Et ça peut aussi faire avancer un peu le débat européen sur ces enjeux. Merci. Je vais donner la parole à Daniela dans un instant. Je vois Nicole Nesotto qui a levé sa main. Nicole. Je remets mon micro, voilà. Oui, non, pardon, c'est juste pour le plaisir de la conversation et vraiment, Daniela, pardon, parce que moi j'ai très Pas de envie problème. de t'entendre. Mais je disais que, bon, si l'exemple de la réaction européenne doit être l'attitude de Madame von der Leyen sur le gaz de schiste, je trouve que c'est pas la bonne stratégie. Nous avons lutté beaucoup contre le gaz de schiste quand le Green Deal était la priorité de l'Union européenne, parce que c'est un mode de fracturation extrêmement négatif pour l'environnement. Et donc, si notre première proposition ou contre-proposition à Donald Trump, c'est de lui dire, allez-y, creusez encore plus, on va vous acheter votre gaz de schiste, j'appelle pas ça ni une négociation, ni une résistance, ni même une réplique. Merci Nicole. Alors Daniela, vous nous parlez de Berlin. Et donc, au fond, j'ai deux questions pour vous. Pour poursuivre cette conversation, on a regardé deux secteurs où l'Union européenne est particulièrement exposée à des changements trumpiens. Il y en a d'autres, mais enfin, regardons ces deux-là avec ce qui vient d'être dit. Et donc, de votre point de vue, Daniela, d'abord, quelle est à votre avis, la position allemande, ou peut-être plus précisément, quelle sera la position allemande lorsque l'Allemagne aura un nouveau gouvernement, d'une part. C'est un pays très important, notamment du point de vue de la relation transatlantique et notamment du point de vue de la performance commerciale extérieure de l'Union européenne. Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième, et on va y revenir, mais je voudrais que vous nous donniez votre sentiment, au fond, sur ces questions dans lesquelles les Européens vont avoir à prendre position, alors que pour l'instant, une position commune n'a pas encore été exprimée. Quelle chance donnez-vous à l'unité des Européens, à leur cohésion, ou au contraire peut-être à des divisions et à des tentations de conversation plus bilatérales? Voilà deux questions importantes, mais commençons peut-être, Daniela, par la première. Est-ce que, au fond, cette anxiété, cette inquiétude, cette conscience qu'il va bien falloir réagir, mais on ne sait pas encore très bien comment, est-ce que vous la ressentez aussi vue de Berlin? Merci beaucoup, Pascal, et bonjour à tout le monde. Oui, merci pour ces questions. D'abord sur l'Allemagne. Alors, nous avons des élections générales parlementaires au mois de février, donc on aura un nouveau gouvernement dans les semaines ou même mois qui suivent. Et donc, actuellement, l'Allemagne est dans une position, on peut dire, de faiblesse politique parce qu'il y a un gouvernement minoritaire en place qui ne peut plus bouger beaucoup de choses d'ici là. Sur l'Ukraine, actuellement, le gouvernement poursuit sa stratégie de soutenir l'Ukraine. L'Allemagne est le plus grand soutien à l'Ukraine après les États-Unis, si on compte ce que font les États membres. Et l'Allemagne a augmenté ses dépenses en matière de défense à 2% du PIB allemand. Ça, en fait, avec cela, la position de l'Allemagne a vraiment changé. Et Olaf Scholz, le chancelier actuel, l'avait annoncé 3 jours avant l'attaque de la Russie à l'Ukraine, le 24 février 2022.
Ceci dit, je pense, alors il faut regarder les scénarios politiques pour le prochain gouvernement pour savoir ce qui peut se passer. Il est fort probable que les chrétiens démocrates de la CDU vont gagner les élections en tant que plus grand parti. Et donc, le chancelier allemand, avec une probabilité assez importante, sera Friedrich Merz. On peut observer une continuité quand même assez importante dans la position de la CDU sur l'Ukraine, qui consiste à dire il faut soutenir l'Ukraine militairement, et peut-être même une position plus dure que celle des sociodémocrates vis-à-vis de la Russie. Il y a toujours des questions en cours encore en ce moment. Pourquoi le chancelier allemand Scholz a jamais dit il faut que l'Ukraine gagne la guerre. Il a toujours dit il faut que l'Ukraine ne perde pas la guerre. Et donc on voit une prudence, à mon avis, une peur d'escalade du côté russe qui est là depuis le début de l'attaque de la Russie. La CDU pourrait prendre une position plus dure sur la Russie, surtout si la coalition serait une coalition chrétien-démocrate verte. Mais si on regarde les sondages aujourd'hui, il est plus probable qu'on a ou une grande coalition avec les sociodémocrates ou même un gouvernement composé de trois partis. Et ce scénario est quand même très intéressant à regarder parce que il y a un risque que les libéraux ne surmontent pas l'échelle de 5% et ne seront pas représentés au Parlement. Si cela se produit, il y a un risque que un gouvernement doit être formé par trois partis, les chrétiens démocrates, les sociodémocrates et les verts, si les deux extrêmes, gauche et droite, gagnent beaucoup de sièges. Et dans ce scénario, on aurait un gouvernement de trois partis qui est assez compliqué à gérer et une opposition uniquement composée des partis extrêmes. Et cela est un scénario quand même très difficile à gérer, non seulement pendant la période de 4 ans jusqu'aux prochaines élections nationales, mais ça risque aussi de renforcer les extrémistes pour les prochaines élections. Et dans cette situation, et c'est pour ça que j'explique un peu la mécanique des prochaines élections et la composition possible du prochain Parlement, les deux partis, l'extrême droite et l'extrême gauche, tous les deux se présentent comme partis de paix. C'est-à-dire, ils disent, il ne faut pas soutenir l'Ukraine, il ne faut pas livrer des armes parce que ça nourrit la guerre et nous, on représente la paix. Ça rend la vie très, très difficile pour les sociodémocrates parce que Olaf Scholz aussi, il a fait la campagne électorale des européennes avec un grand thème, c'était la paix en Europe. Et donc, on voit un contournement complètement du narratif, c'est-à-dire, si on ne soutient pas l'Ukraine, on représente le parti qui est avocat de la paix. Donc, c'est ça ce que disent en gros l'extrême droite et surtout l'extrême gauche. Et ça rend le débat en Allemagne en ce moment assez compliqué. Mais je pense quand même que le prochain gouvernement continuera à soutenir l'Ukraine, se prépare déjà mentalement à une situation éventuelle où il faudra changer euh, le frein à l'endettement dans notre Constitution, avec le risque, bien sûr, que la prochaine coalition en place n'aura pas le soutien de 2 tiers parlementaires au Parlement. Dans cette situation-là, un changement de la Constitution ne sera pas possible. C'est pourquoi, à mon avis, il y a un argument très, très fort de faire ce changement avant les prochaines élections. Il y a un débat autour de cette question, mais je ne pense pas que ce scénario est très réaliste parce que les chrétiens démocrates qui sont aujourd'hui dans l'opposition devraient soutenir le gouvernement minoritaire à faire cette démarche. Donc, en gros, continuité de principe sur cette politique, mais en même temps des restrictions politiques et budgétaires assez importantes. Je veux juste ajouter un élément que je pense peut être joué d'une manière très, très polarisante au sein de l'Union européenne. C'est notamment cette absence
de vision et consensus clair comment construire le futur cadre de sécurité ou système de sécurité ou ordre de sécurité en Europe. Si on regarde le scénario qu'on vient de discuter, comment est-ce que la guerre en Ukraine se termine, il faut à mon avis être très très clair. La manière dont la guerre se termine est déterminant pour l'ordre de sécurité en Europe et définit les contributions que doivent apporter les États membres, et notamment les grands, et notamment ceux qui sont alors à l'est de, de l'Europe qui n'est pas occupée par la Russie. Si on regarde la longueur de la frontière entre la Bélarussie, l'Ukraine occupée possible, et ensuite la République de Moldavie, et on s'imagine que les Européens doivent garantir la sécurité eux-mêmes, peut-être avec une contribution américaine réduite ou même absente, ça implique un investissement énorme dans notre propre sécurité. C'est pour ça que je suis d'accord avec l'ambassadeur qui a dit il faut vraiment prendre cette phase, c'est mes mots, mais pour peut-être dire la même chose, cette phase de guerre dans laquelle on est avant un possible cessez-le-feu très sérieux, parce qu'on définit les contours d'un cessez-le-feu et d'un arrangement de paix possible. Moi, je ne suis pas parmi ceux qui disent qu'on peut arriver à une situation de paix facilement. Je vois un risque énorme que la Russie négocie quelque chose, mais se prépare à la prochaine attaque. Et donc, pour les Européens, ce consensus doit être construit et l'Allemagne, à mon avis, est assez absente du débat. Au-delà du soutien pour l'Ukraine, comment est-ce qu'on s'imagine cette cadre et comment est-ce qu'on approche les États-Unis avant le 20 janvier, à mon avis, pour discuter avec Trump et ses équipes, comment on peut agir d'une manière coordonnée pour assurer que l'accord qui peut se trouver en négociant avec Poutine et Zelensky, qu'on trouve une situation et un équilibre qui est soutenable et qui ne vont pas les intérêts de sécurité en matière de sécurité non seulement de l'Ukraine, mais aussi des pays baltiques et la Pologne à Poutine. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Daniela. Donc nous revenons en quelque sorte à la grande question, euh, qui est la grande question européenne depuis l'invasion de l'Ukraine en février 22, qui est quel cadre de sécurité pour l'Union européenne, d'une part, et d'autre part, quelle capacité de l'Union elle-même à assurer cette sécurité dans le cas, sinon probable, du moins assez vraisemblable, où les Américains, sans se retirer de l'OTAN, retireraient en tout cas un certain nombre des billes qu'ils ont dans cette organisation transatlantique. Alors je vais revenir là-dessus parce que c'est évidemment une question très importante et j'aimerais écouter à la fois l'ambassadeur, notre ami Arnold Datz, si vous me permettez, et Nicole Nesotto, justement sur, au fond, quelles sont, de votre point de vue, les chances que les Européens s'unissent dans une telle démarche. Est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que c'est une question d'attitudes qui sont finalement assez sérieusement différentes? Et ce que vient de dire Daniela sur l'attitude allemande ne nous cache pas un certain nombre de difficultés ou d'ambiguïtés. Et donc, Arnoldas puis Nicole, quelle chance donnez-vous à la fois à l'établissement d'une position cohérente européenne sur quelle devrait être l'architecture de sécurité européenne, et par ailleurs à ce qu'il faudra mettre derrière en matière de politique de défense et de moyens de défense? Est-ce que c'est un chemin crédible pour l'Union européenne dans les 5 années qui viennent? Monsieur l'ambassadeur. Bon, moi j'étais toujours optimiste sur le plan européen.
C'est vrai que même pendant ces 3 ans, on a eu beaucoup de difficultés d'avoir l'unité, mais chaque fois, on a réussi. Et j'ai passé toutes ces négociations sur la table de Coreper de 14 paquets de sanctions. C'était toujours très difficile, mais finalement, on a toujours réussi d'être unis et de décider ensemble. Et même sur les questions très importantes et très aussi sensibles d'élargissement, hein, de statut de candidat pour l'Ukraine, pour la Moldavie, et aussi le lancement des négociations en juin pendant la présidence belge. Et les choses qui étaient peu probable, même un peu comme un miracle, mais c'est passé. Donc, je pense que maintenant, surtout l'effet de Trump, j'espère, va quand même donner cette impulse pour les Européens, pour l'Union européenne, de vraiment faire son propre devoir, de s'investir beaucoup plus en elle-même et bien sûr de construire la politique de défense beaucoup plus profonde. Et là, mon propre pays, la Lituanie, a envoyé sa propre contribution à la Commission européenne qui était juste confirmée aujourd'hui à Strasbourg. Donc, le nouvel commissaire de la Défense et de l'Espace qui vient de la Lituanie, l'ancien Premier ministre Andrius Kubilius, 2 fois Premier ministre et 2 fois il est battu des crises profondes économiques en 1998 et 2008-2009. Donc, quelqu'un qui n'a pas peur des crises, mais aussi qui est est un Européen convaincu. Et il est quelqu'un qui voudrait bien approfondir l'intégration européenne. Donc, c'est vraiment le moment. C'est le moment pour l'Europe de faire des décisions fortes. Je sais que Mme von der Leyen a donné 100 jours pour préparer le white paper sur le futur de la défense. Beaucoup de choses vont dépendre du budget, des financements, et vous savez bien que on va commencer les discussions entre les pays membres l'année prochaine, après la proposition de la Commission européenne, on espère en printemps, de la future budget, la future cadre financier multiannuel. Et là, on va voir, est-ce qu'on est sérieux ou non sur l'ambition? Est-ce qu'on va dépenser beaucoup plus, pas seulement pour les projets comme le mobilité militaire ou bien le fonds de défense européen, mais aussi sur le plan de recherche et d'innovation en matière de la défense, qui est très importante aussi. J'espère que oui, j'espère qu'on aura cette volonté politique et on aura aussi la volonté de trouver les moyens de financement alternatifs, peut-être les emprunts, peut-être le Eurobonds, ou bien peut-être aussi des nouvelles ressources propres de l'Union européenne. Quand même, je pense la plupart des pays membres sont d'avis que le budget d'aujourd'hui n'est pas suffisant pour les défis de l'Union, avec seulement 1% de GNI de l'Union européenne. Alors, on a eu pendant cette époque de von der Leyen première le Next Generation EU budget. On a eu, vous vous souvenez bien, monsieur l'ami, Invest EU pendant l'époque de Juncker. Donc, chaque fois, on a augmenté le budget plus ou moins 2 fois parce que c'était le demande des tâches et des devoirs européens. Et cette fois-ci, je pense qu'il faut quand même être beaucoup plus ambitieux et de définir le budget beaucoup plus grand pour justement arriver au projet commun de défense sérieux. Merci beaucoup. Alors, Nicole Gnezotto, vous qui êtes une grande spécialiste de ces questions de défense, quelle chance donnez-vous à une cohésion européenne dans différents scénarios
américain, puisque c'est de ça qu'il s'agit cet après-midi. Donc, selon vous, quelle est l'attitude de Trump à l'égard de l'OTAN et du futur de la sécurité européenne et de la défense européenne? Et est-ce que vous voyez une chance, dans les circonstances actuelles, pour que ce sujet, qui a quand même considérablement piétiné depuis très longtemps, trouve une sortie par le haut? C'est effectivement la question qui engage au moins 2 décennies de stabilité ou de guerre en Europe. Euh, mais Pascal, si vous permettez, je voudrais juste d'abord continuer sur ce qu'a dit Daniela Schwarzer et qui me paraît tellement juste, c'est-à-dire que les conditions d'un accord de paix ou de cessez-le-feu, je ne sais pas comment on l'appellera, détermineront l'ordre de sécurité européen futur. C'est vrai, mais c'est vrai dans les 2 directions. C'est-à-dire, ça déterminera l'ordre de sécurité européen par rapport à la Russie, à la menace russe, mais aussi par rapport à l'alliance avec les États-Unis. Et la difficulté, c'est que ces 2 directions ne jouent pas forcément dans la même logique. Mais je reprends juste, parce que si on prend ce que dit Daniela, c'est une façon de répondre à la question sur la défense européenne, parce que ça ne sert à rien de faire une défense européenne si on ne sait pas contre quoi on l'a fait ou pourquoi on l'a fait. Mais si ce que se dit Daniela est vrai, et c'est, à mon avis, c'est tout à fait exact, qu'il faut que les conditions de sécurité de l'Union européenne lors d'un éventuel accord de paix avec l'Ukraine permettent ou interdisent le retour d'une deuxième attaque russe dans 3, 4, 5 ans, comme le disent aujourd'hui tous les services allemands. Si on veut empêcher que la Russie revienne à l'attaque, il n'y a que 3 solutions, me semble-t-il, hein. Théoriquement, il n'y a que 3 solutions. La première solution, c'est de l'écraser militairement avant qu'elle ne se refasse une santé militaire, politique, économique. Donc, c'est de ne pas faire la paix, de continuer d'armer l'Ukraine, d'envoyer des troupes en Ukraine, de se battre contre la Russie, y compris nous, les Européens, en Ukraine, pour écraser l'appareil militaire russe et donc acheter peut-être 20 ans, 30 ans de tranquillité. C'est une option. Je ne dis pas que c'est l'option majoritaire, mais elle existe. Il faut savoir qu'elle existe. Aller jusqu'au bout de la guerre et, pour prendre une expression familière, piler la Russie. Deuxième option, c'est l'option totalement inverse, c'est l'option des extrémistes comme les décrit Daniela. Eh bien, c'est de penser une architecture qui réintègre la Russie, y compris la Russie de Poutine, dans un ordre de sécurité européen où il n'est pas question de défense européenne, d'OTAN ou de quoi que ce soit, mais il est question de retrouver une espèce de gestion collective, policée, sur l'ensemble de l'Europe, en donnant aux Russes un peu la maison commune, ou en tout cas un semblant de pouvoir sur ce qu'ils ont perdu. Ce n'est pas non plus une option très majoritaire, mais elle existe, en particulier chez les extrêmes et les populistes d'extrême droite, en France notamment. Et puis la troisième option, c'est sans doute celle qui est la plus, en tout cas moi qui me conviendrait le mieux, mais qui est la plus difficile à mettre en œuvre et qui répond à votre question, Pascal, c'est de s'organiser en Europe, alors à 5, à 27, à 35 avec la CPE, je ne sais pas, mais pour avoir une espèce de forteresse Europe, non pas contre les flux de réfugiés, mais vraiment une Europe militaire, solide, crédible, dissuasive à l'égard de tout retour de menaces russes. Et si on choisit cette troisième politique comme étant la plus raisonnable, en tout cas la moins meurtrière à court terme, meurtrière soit en termes de vie humaine, soit en termes de démocratie, pour la troisième option, si on choisit ça, alors évidemment, il faut que les Européens prennent l'initiative et le leadership d'une politique de défense commune avec d'autres, avec tous ceux en Europe qui voudront bien, peut-être les Turcs. Autrement dit, on est amené immédiatement à penser la défense de l'Europe contre la Russie au-delà des frontières de l'Europe, c'est-à-dire avec les Britanniques, avec les Turcs, avec les Norvégiens. Et donc, ce qui pose un problème, si on pense à l'Union européenne en tant que telle, ce qui est déjà une première difficulté. Et deuxièmement, si on pense que ça, c'est la seule solution possible par rapport à un retour de menaces russes, reste la question qui est entière, que faire de la variable américaine? Est-ce que la variable américaine devient effectivement une variable, c'est-à-dire elle peut venir comme les Turcs, comme les Norvégiens,
avec nous pour défendre l'entité Europe contre la Russie, ou est-ce que ça reste la variable dominante? Et ça, seul Trump peut le décider. Mais nous devons faire comme si c'était une variable. Et je crois que malheureusement, alors là, pour répondre directement à la question, je pense que Trump ne va pas du tout laisser tomber l'OTAN parce que c'est absurde de vouloir maintenir la puissance américaine en détruisant la plus grande alliance militaire du monde. Donc, il ne va pas du tout détruire l'OTAN. Il va s'en servir comme bourse de commerce de ses relations avec les Européens, avec l'Allemagne, avec la Pologne, etc. C'est la bourse de commerce, de exchange stock. Vous me donnez tant, je vous assure la garantie. Vous ne me donnez pas, ben je verrai ma garantie le jour venu, au moment où il y a une crise. Et donc, ça, je crois que c'est ce à quoi il faut attendre. Autrement dit, il ne faut pas attendre de politique américaine sur l'OTAN. Il faut attendre une espèce de politique au jour le jour, en fonction des chantages, en fonction des circonstances, mais qu'en gros, quand même, l'idée de Trump serait de dire, vous achetez le maximum américain, y compris en matière d'armement, vous arrivez à 90% d'achats américains et je maintiens quelque chose qui pourrait vous aider à dissuader les Russes dans votre deuxième scénario de forteresse Europe. Je crois que c'est ça la vraie difficulté, c'est qu'il n'y aura pas de politique américaine. Il y aura cette espèce de bourse au chantage. Et donc les Européens n'ont pas le choix. Malheureusement, contrairement à vous, monsieur l'ambassadeur, moi je suis pessimiste. Je pense qu'en dépit de ces évidences qui, moi, me paraissent des évidences, nous ne ferons pas les efforts nécessaires pour construire cette défense commune avec d'autres, parce que ça coûte très cher et qu'on n'a pas les moyens. On a tellement d'autres choses aussi à financer. Parce que la France et l'Allemagne, qui auraient pu porter ces deux projets, actuellement se regardent dos à dos, n'ont rien à se dire. Et encore, quand elles ont envie de se regarder, c'est même pas sûr qu'elles se regardent à l'avenir, parce que la situation économique est mauvaise. Là. 1% de croissance prévue l'année dernière, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Donc, moi, je suis assez pessimiste sur la volonté des Européens de s'unir. Je crois qu'ils doivent le faire, mais la volonté n'est pas là, sauf, sauf si Trump va tellement loin dans les chantages que finalement, on se rendra compte qu'on n'a pas le choix. Mais pour l'instant, on n'est pas arrivé à ce niveau d'inquiétude. Autrement dit, on a une vraie inquiétude sur la menace russe. On n'a pas encore réalisé à quel point Trump pouvait être également une menace pour nous. Et là, 90% des Européens, dans vos pays, monsieur l'ambassadeur, sans doute, continuent de croire que l'Amérique est le défenseur de l'Europe, alors que dans le monde de Trump, ce concept même d'alliance permanente, structurelle, n'a aucun sens. Aucun sens. Bon, je vais redonner la parole à Elvire Fabry dans un instant sur les questions de commerce international avant un dernier tour de questions-réponses. Mais peut-être vais-je demander auparavant à Daniela si elle est optimiste comme monsieur l'ambassadeur ou si elle est pessimiste comme madame la vice-présidente du conseil d'administration de l'Institut Jacques Delors. Merci Pascal. Réaliste, réaliste. Exactement. Je partage l'analyse de Nicole, vraiment, que nous sous-estimons le risque que Trump représente pour l'Europe. Il y a évidemment des analyses très claires sur ce que ça veut dire si les garanties de sécurité américaines disparaissent de notre continent. Et c'est pour cela que pas mal de gouvernements se préparent déjà mentalement comment ils peuvent faire des propositions à Donald Trump pour qu'il reste la force, pour que les États-Unis restent la force protectrice de l'Union européenne ou de l'Europe. Mais nous sommes dans une situation où il est complètement incalculable ce que Trump va dire. Il ne travaille pas, il n'aime pas travailler dans des systèmes, des organisations structurées. Il n'aime pas l'investissement américain de long terme dans la sécurité européenne. Et donc, il y a des éléments qui doivent nous donner un certain réalisme,
qui doivent nous démontrer en plus que non seulement son désintérêt pour des structures et des alliances et la coopération de long terme, mais il est aussi très critique de l'idée de l'Union européenne même. Donc, il a dit à plusieurs reprises qu'il ne comprend pas pourquoi des États souverains nationaux se mettent dans une situation de partage de compétences, etc., etc. Donc, on connaît l'histoire. Et il y a un fort risque qu'il travaille davantage avec ceux qui sont très critiques de l'Union européenne, c'est-à-dire des Viktor Orban et d'autres. Dernier élément que je pense nous sous-estimons, c'est l'attaque qu'il a même formulée à la démocratie américaine. Il a dit très clairement qu'il veut attaquer les médias, la société civile, ses ennemis politiques, comment il les appelle. Et donc, on peut rentrer dans une situation où il y a une instabilité extraordinaire au sein des États-Unis. Et dans cette situation, penser que les États-Unis ont comme priorité d'aider les Européens à résoudre leurs problèmes de cadre de sécurité sur notre continent, à mon avis, c'est une illusion. Et donc, pour la question, est-ce que les Européens euh, se mettent dans une position où ils peuvent apporter des réponses pour eux-mêmes, je ne pense pas qu'on va voir beaucoup de réponses pour l'Union européenne à 27. En matière de commerce et des relations économiques, espérons que ce sera le cas, parce que sinon, si Trump sélectionne les pays qui mettent sous pression avec des tarifs sur certains produits, etc., alors il peut devenir une force de division au sein de l'Union européenne. Et donc, on doit protéger, et c'est vraiment le premier objectif, à mon avis, le marché intérieur ayant une politique extérieure commune. Et sur la défense, je ne vois pas une initiative des 27 du tout. Je pense que ce seront au mieux les membres de l'Union européenne qui sont également membres de l'OTAN, ou même moi, parce que l'Hongrie, par exemple, ne va pas jouer son rôle, pour mettre en œuvre une coopération en matière d'industrie de défense qui sera plus importante que celle que nous connaissons en ce moment, qui avance en matière de procuration d'armes et d'achat. La fameuse plateforme que Ursula von der Leyen est en train de créer, ça peut se faire, ça peut nous apporter des avantages, mais surtout, il faut passer par l'investissement en matière de recherche et d'innovation parce que la guerre de l'avenir, ce sera en grande partie une guerre de haute technologie. On le voit déjà en partie euh, si on regarde de très près la guerre de la Russie en Ukraine. Il y a des éléments de guerre de la Première Guerre mondiale, donc très traditionnels, mais en même temps des armes hypersonic weapons, je ne sais pas comment dire en français. Il y a network warfare et puis il y a des drones euh, de haute technologie. Et donc, l'Europe doit s'investir là aussi parce que la nature des conflits est en train de changer. On le voit avec les interventions russes dans nos systèmes par des attaques hybrides tous les jours. Ils sont là, ils sont dans les systèmes informatiques, dans notre monde de communication, c'est-à-dire la désinformation, tout ça joue déjà et ça ne va pas s'arrêter du tout. Et donc, toute la question de la résilience de notre économie, de notre infrastructure, y inclut l'infrastructure digitale, et ensuite de la démocratie, doit être mise en avant. Et là, j'ai un peu d'espoir que les Européens sont quand même en train, au moins une partie, de comprendre que cette guerre pose un problème très sérieux à toute l'Union européenne et non seulement à notre voisin, l'Ukraine. Merci Daniela. J'enregistre d'ailleurs à l'instant sur le chat deux propos, un de M. Bruno Pasturel, un autre de Mme Natalia Pouzireff, qui vont exactement dans le sens de ce qu'on dit à la fois Daniela et Nicole sur peut-être la nécessité de sortir du cadre institutionnel européen actuel pour affronter ces questions de sécurité et de défense. Et donc, semble-t-il, les grands esprits se rencontrent. Alors, nous allons terminer tout à l'heure cette discussion par un petit tour de table où je vais demander à chacune et à chacun d'entre vous, vous avez
un mail à envoyer à Madame von der Leyen, copie Monsieur Costa et Monsieur Tusk, et dans ce mail, on vous demande quelle est votre recommandation à Madame von der Leyen pour le principal message qu'elle doit envoyer à Monsieur Trump maintenant, pas au moment. Maintenant. Maintenant, votre mail sera rédigé comment? Alors, je vous laisse le temps d'y réfléchir un petit peu pour pas vous prendre par surprise. Et en attendant, je vais me retourner vers Elvire Fabry. Ce n'est un secret pour personne, Elvire, que l'Institut Jacques Delors de Paris et Sciences Po sont en train de travailler d'arrache-pied à une grosse étude qui a été commandée par l'Association européenne des constructeurs automobiles sur l'avenir de l'industrie automobile en Europe. Sujet très compliqué, car comme nous le savons, on a hélas pris énormément de retard sur l'électrification de la mobilité en Europe, en tout cas par rapport à la Chine, dans une certaine mesure par rapport aux Américains avec l'IRA. Et donc, M. Trump, aux États-Unis, va mener, c'est très probable pour le coup, une politique de découplage accentuée avec l'économie chinoise, qui est d'ailleurs à prendre des sanctions supplémentaires, dont certaines pourront impacter les relations économiques et technologiques entre l'Europe et la Chine. Dans cette situation, Elvire, et à un moment où nous allons devoir continuer à décarboner notre économie sans avoir les moyens technologiques de le faire comme la Chine, et dans des conditions qui risquent de nous rendre très dépendants vis-à-vis de la Chine, alors que le marché américain est fermé, comment traiter cette question en quelques mots, et puis nous viendrons ensuite à l'interrogation écrite finale. Alors, je vais rebondir d'abord sur un point qu'avait évoqué Daniela, qui est de savoir si Donald Trump va imposer des droits de douane uniformes ou s'il ciblera plutôt certains pays à travers des choix de produits qui pourraient cibler ou pas et qui auront donc un objectif géographique précis. Et je pense qu'on peut s'attendre en effet à quelque chose qui ne soit pas uniforme, mais qui cherche au contraire à diviser les Européens et avec ce point d'obsession qui va se concentrer d'abord sur l'Allemagne, mais aussi quand même sur les Pays-Bas, sur un certain nombre de pays comme ça qui encore une fois ont un déficit avec lequel les États-Unis ont un déficit particulier. Alors maintenant, le secteur automobile sera en haut de la liste. Donc à un moment où 1% de droits de douane sur les automobiles européennes. oui, ce qui est colossal, puisqu'on sait que les 25% de tarifs qu'il avait déjà mis en place sur les véhicules, sur les importations de véhicules chinois, avaient déjà fermé en fait le marché américain, avant même que Biden monte ce droit de douane à 100%, mais il avait fermé le marché américain aux importations de véhicules électriques. Alors, on sait que c'est une industrie qui est très régionalisée, on produit local pour vendre local. Donc finalement, les flux le transport de véhicules d'un continent à l'autre n'est pas si important. Et les constructeurs européens ont eu tendance plutôt à s'installer sur le marché américain ou plus récemment à s'installer au Mexique. Et c'est pour ça que là, il y a un impact direct, déjà immédiat, des annonces de droits de douane appliquées sur les importations mexicaines. Et on a vu le cours de Stellantis en 24 heures assumer une perte non négligeable, y compris aussi d'autres constructeurs américains qui sont implantés au Mexique, General Motors, Ford et autres. Alors, pour les Européens, ça veut dire continuer, d'abord s'attacher à construire une stratégie européenne pour assurer leur décarbonation tout en préservant leur compétitivité et assurer leur sécurité économique. Et c'est là-dessus que porte notre rapport, mais avec une pression supplémentaire qui va venir de la Chine, qui aura d'autant plus besoin d'accéder au marché européen que l'accès au marché américain par la voie mexicaine sera moins évident, et y compris également par le Vietnam,
parce qu'on peut s'attendre à ce que le Vietnam fasse l'objet de mesures similaires très rapidement, et, et davantage besoin d'accéder au marché européen. Et c'est là où tout l'enjeu de la tendance actuelle déjà d'une stratégie alternative d'investissement dans l'Union européenne plutôt que d'importation même de véhicules électriques chinois qui sont exposés aux nouveaux droits de douane, doit être au cœur d'une réflexion de la Commission européenne pour s'assurer que ces investissements bénéficient à l'ensemble des sous-traitants européens, que ça puisse donner lieu à des joint ventures, des transferts de technologies, et que ce ne soit pas simplement des usines d'assemblage dans l'Union européenne. Parce que l'on voit bien que, encore avec une annonce récente dès ce matin, de la réduction des subventions à l'achat en France après la suppression qui a eu lieu en Allemagne, ça ne va pas favoriser les ventes en 2024 et ce ralentissement ne permet pas à nos entreprises je dirais, de créer l'économie d'échelle nécessaire pour, compenser tous les investissements qui ont été mis en place dans le secteur. Mais in fine, pour conclure, le point sur lequel je n'avais pas insisté tout à l'heure, l'impact de tous ces droits de douane, de ce festival de droits de douane, ça va être évidemment une forme de réorganisation des flux commerciaux avec des gagnants, comme ça a été le cas ces dernières années pour le Mexique et le Vietnam, mais aussi avec beaucoup de perdants, beaucoup d'incertitudes, et ce qui peut renforcer encore l'intérêt d'un marché unique pour les constructeurs européens et en tout cas pour investir déjà plus fortement sur ce marché, tout en diversifiant davantage, en ouvrant d'autres opportunités de marché. Et c'est dans ce contexte-là que le débat sur le Mercosur intervient à un moment clé, où on a besoin de diversifier nos marchés. Et le Mercosur aujourd'hui est un enjeu clé de ce point de vue-là, y compris pour accéder aux minerais critiques dont a besoin notre industrie, mais également pour se créer des débouchés importants pour notre industrie et nos services. Merci Elvire, point de vue que, comme chacun sait, je partage, ce qui n'est pas tout à fait un hasard. Alors, on va passer à l'interro écrite finale. Auparavant, Nicole, dans le chat, il y a une question de François Lafont qui fait référence à un débat qu'on a eu entre nous récemment et qui est cette idée qui est apparue dans la bouche de Monsieur Fabrini, qui est un juriste italien astucieux, et Oui. qui consiste à dire, c'est tout simple, la défense européenne, il suffit de repartir du traité de la CED en 1954, il n'a pas été ratifié par la France et par l'Italie, et donc il suffit que ce soit le cas, et hop, vive la défense européenne. Alors, est-ce que cette solution simplicine, si mes souvenirs sont bons, Nicole, vous pensiez que c'était un tout petit peu plus compliqué que ça. Je vais vous laisser répondre en une seconde, et après, je vais vous reposer la question du mail surprise pour Madame van der Leyen. Oui, très rapidement. L'objectif de la CED, c'était de réarmer l'Allemagne sans la réarmer. C'était ça l'objectif du traité. C'était de réarmer l'Allemagne en intégrant les armées allemandes dès le premier niveau du bataillon dans une armée européenne tellement puissante qu'il n'y aurait plus jamais de Bundeswehr. Il ne faut pas oublier que c'était quand même l'objectif essentiel de la CED en 1951 et comment dire, détruit en 1954 par les mêmes Français. Donc le contexte n'a strictement rien à voir. Mais surtout, deuxièmement, il ne faut pas oublier que la CED, une fois qu'elle avait intégré toutes les armées européennes dans une armée unique, était mise telle qu'elle sous commandement américain. Et c'est clair et net dans le traité. Donc ça n'a strictement rien à voir avec une défense européenne. Et c'est une, voilà, on rabat cette histoire depuis 70 ans que la CED était une défense européenne. Oui, mais c'était une défense européenne sous commandement américain. Et donc, comme aujourd'hui, notre problème, c'est le commandement américain, ça ne sert à rien de réinventer la CED parce que ça ne résout pas le problème américain. Merci pour cette précision. Alors, il nous reste quelques minutes, c'est ce qu'il faut pour rédiger un mail extrêmement bref.
Et je vais demander à chacun d'entre vous, dans cet ordre, l'ambassadeur, puis Nicole, puis C'est Elvire, ça. puis Daniela. Chère Ursula, voilà, de mon point de vue, le principal message que tu dois passer à Donald Trump et tu me permettras d'envoyer copie de ce message à Monsieur Costa et à Monsieur Tusk. Alors, Monsieur l'ambassadeur. Bon, je pense que il faut savoir quelles sont les compétences de la Commission européenne. Et bien sûr, dans cette Porter l'intérêt général européen. voilà, voilà. Mais je pense qu'il y a trois choses que Madame von der Leyen peut faire de son propre cabinet. Donc, première chose, comme je dis, est préparer le projet de budget européen ambitieux, surtout dans le secteur de défense. Deuxièmement, qui serait très intéressant pour M. Trump, proposer les sanctionnements de LNG russe dans le 15e paquet des sanctions. C'est quelque chose de très concret et la Commission a le droit de l'initiative. Et troisièmement, de poursuivre notre politique de sécurité économique avec les États-Unis ensemble, parce que nous sommes les deux intéressés de vraiment diminuer notre dépendance vis-à-vis la Chine, vis-à-vis des autres pays autocrates et aussi de renforcer nos positions au niveau de matériel critique, etc. Donc, il y a des choses très concrètes que la Commission peut montrer à président Trump pour montrer cette volonté de travailler très concrètement et pour voir l'Europe comme l'allié et pas comme l'ennemi. Merci, voilà qui est clair. Nicole Messotto. Moi, j'hésite entre deux messages, si j'ai le choix. Le premier message que je pourrais adresser à Madame von der Leyen en lui disant, si vous allez voir, si vous voyez Donald Trump maintenant, la seule chose que vous devriez lui dire, c'est chiche. C'est-à-dire, vas-y, on est prêt. We are ready. Chiche, vas-y. Premier message. Ce qui suppose, bon. Le deuxième message que je voudrais lui dire, si vous le voyez, vous lui dites ça. Vous lui dites que sans l'Europe libérale, démocratique, prospère, l'Amérique sera le dernier leader du Global South. Mon analyse, c'est que Trump va être le leader du Sud. Il veut être plus que la Chine dans ce monde autoritaire, protectionniste, nationaliste. Il veut être le leader. Il veut remplacer la Chine, non pas stratégiquement, mais le leader du Sud global, c'est-à-dire de 90% de la population mondiale. Et moi, je lui dis, sans l'Europe libérale, démocratique, prospère, vous serez le dernier du Global South. Très bien, voilà qui est original. Euh, Make America the leader of the Global South. No, if you forget us, you will never be the leader of the Global South. Elvire. D'abord, rappelez qu'en 2016, Trump nous avait d'une certaine façon rendu service en nous unissant et que là, ça peut être une chance pour l'Europe de, par le défi qu'il nous impose, Ça, c'est pas un justement. message à... Si, c'est le même que le tien, c'est Et chiche. c'est Si, si. chiche. Chiche, vas-y, vas-y. Non, non, c'est même plus que chiche, Non, vas-y. ça peut être le salut de Moi, l'Europe. j'aime bien le chiche. Ça peut être le salut de l'Europe, précisément, pour se serrer les coudes. Et puis le deuxième message, c'est ne nous jetez pas dans les bras de la Chine. Parce que c'est, oui, parce que c'est justement, on peut avoir tout autant intérêt Oui, oui. et besoin de la Chine et être plus dépendant de la Chine, précisément si c'est plus compliqué en transatlantique. Claire. Daniela. Comment on dit chiche en anglais, Euh, bah, Daniela? Je ne hein, sais pas. on va trouver ça d'ici la fin, d'ici la clôture. Daniela. Oui, alors
premier message à von der Leyen serait qu'elle doit arriver avec un message fort sur les capacités européennes en matière économique, financière et en matière de défense. Parce que Trump ne va pas avoir le moindre intérêt de nous aider, mais si on se présente comme partenaire intéressant, il y a peut-être une possibilité de travailler avec lui. Mm. Deuxième élément, elle doit faire le grand maximum qu'elle peut pour soutenir les efforts des États membres de l'Union européenne qui sont aussi membres de l'OTAN pour les aider à contribuer plus à l'OTAN. Parce que c'est seulement cette histoire qui peut passer avec Trump que l'OTAN est intéressant parce que le burden sharing est rééquilibré et que les Européens peuvent finalement aider les États-Unis en soutenant leurs intérêts en Asie. Et dernier élément, il faut proposer à Trump de discuter profondément sur la stratégie des partenaires, et j'ose utiliser le mot, transatlantique, vis-à-vis de la Chine. Il y a le volet sécurité, mais il y a aussi le volet économique. Et dans l'administration de Trump, il y a quand même une ou deux personnes qui ont des intérêts très forts en Chine. Si on regarde euh, le pourcentage de voitures de Elon Musk vendues en Chine, c'est à peu près 20%. Donc, il y aura dans l'administration américaine des intérêts qui vont éviter que Trump s'engage dans dans une stratégie seulement de confrontation vis-à-vis de la Chine, je pense. Et donc, c'est là où l'Europe peut discuter d'une manière constructive, peut-être, avec les Américains pour démontrer qu'on a quand même, et en matière de sécurité, où les deux arènes de sécurité, l'Europe et l'Asie, sont déjà absolument connectées. Si on regarde les Coréens du Nord qui se battent avec les Russes, si on regarde le soutien que donnent les Japonais aux Ukrainiens, il y a d'autres éléments évidemment. Ce sont deux parties du monde qui aujourd'hui sont complètement connectées. Et donc, c'est l'intérêt des États-Unis, à mon avis, d'explorer avec les Européens comment on peut travailler ensemble sur les deux éléments que j'ai évoqués. Merci beaucoup. Cette conclusion de Daniela me rappelle une de nos dernières conversations avec Jacques Delors, que d'ailleurs Nicole Lesotho a réutilisé dans un ouvrage récent en exergue, et qui est On ne peut plus parler d'Europe sans parler du monde. Et donc, au fond, le résumé de votre message, c'est que ce dont Madame von der Leyen doit parler à Trump, c'est pas d'abord d'Europe, c'est du monde. Alors, ChatGPT me propose trois traductions. Et l'ambassadeur? La première, c'est I dare you. Ah, I dare you. Madame von der Leyen doit aller voir Monsieur Trump en lui disant I dare you. Et ensuite, c'est du monde et de la Chine que nous devons parler ensemble. Merci pour cette conclusion opérationnelle formidable. Merci pour vos Et on contributions. va transmettre à Van der Leyen tout de suite. Merci pour vos contributions. Vous avez totalement rempli la mission qui vous était donnée aujourd'hui et je vous en remercie chaleureusement. De même, j'en suis sûr que tous ceux qui nous ont suivis, on a même réussi à répondre aux trois questions qui sont apparues sur le chat. Bravo, merci et bonne soirée pour ceux d'entre vous qui êtes dans les fuseaux horaires européens. À bientôt. Merci, au revoir. Et au Au revoir revoir. à tous. Merci.